Bonjour tout le monde, on y va avec l'examen 6 dans notre cahier LIDEC pour la préparation à l'examen du ministère de secondaire 4. Fait qu'au numéro 1, ben, ça commence bien, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça a rapport avec l'univers vivant. Puis l'univers vivant, il n'y aura aucune question donc là-dessus. Fait qu'on passe, on n'y viendra pas là-dessus. Numéro 2, sans la présence de l'atmosphère, la Terre, la température moyenne de notre planète serait de 18 degrés Celsius. Comment appelle-t-on le phénomène par lequel la température moyenne à la surface de la Terre s'élèverait à 15 degrés Celsius? Ben, c'est l'effet de serre. En passant, là, l'albédo, ce n'est pas donc, au programme, là, donc je ne pense pas qu'on vous pose de questions là-dessus, mais l'albédo, ce serait quoi? Ce serait plus le STE. C'est le rayonnement solaire donc, qui sont renvoyés donc, vers l'atmosphère, qui sont réfléchis. Tu sais, c'est comme le mot là, en tant que tel. Je ne suis pas sûre que c'est bien important de l'apprendre, mais c'est sûr que c'est en lien avec l'effet de serre. Numéro 3, pas de questions donc sur les fronts froids, les fronts chauds. Fait qu'on s'en va directement donc à l'autre page au numéro 4. Et on est content. Numéro 4, on veut savoir, donc, on nous dit au Québec, 97% de l'électricité électrique que nous consommons proviennent des centrales hydroélectriques, donc nos barrages. Lequel parmi les séquences suivantes représente le bon ordre de la chaîne de transformation électrique d'une centrale hydroélectrique jusqu'à la pile de votre cellulaire? Fait qu'on va y aller avec ce qui est bon, parce que sinon, ça va nous mélanger. Fait que dans le fond, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est l'eau qui va tomber, l'eau qui tombe dans les turbines du barrage. Fait que c'est sûr que l'énergie potentielle, c'est une énergie due à la hauteur. Fait que ça tombe dû à la gravité. Ça fait tourner donc nos turbines. Fait que l'énergie cinétique, on le sait que c'est l'énergie du mouvement, donc ça les fait bouger. La turbine, donc avec l'alternateur, va convertir ça en énergie donc électrique. On sait qu'est-ce que c'est, donc l'énergie donc électrique. Je vais mettre une petite ampoule donc ici. Puis, ben, c'est sûr que nous autres, cette énergie-là, ben, je vais pouvoir donc brancher mon cellulaire pour charger donc mon cellulaire donc avec donc l'électricité. Puis ça va transformer ça donc pour charger ma pile dans mon cellulaire qui est électrochimique, pile cellulaire. Puis une pile, ben, on le sait hein, que c'est des petites réactions chimiques, parce que dans une pile, on a tous déjà vu une pile qui coule, hein? Donc il y a des substances acides là, qui vont couler. Tiens, fait que ça peut résumer tout ça. Numéro 5, le réchauffement climatique provoque la fonte du pergélisol de la toundra, donc dans les régions du Nord. Lequel des énoncés suivants n'est pas une conséquence de la fonte du pergélisol? Fait que on va aller chercher toutes les conséquences. Donc, c'est sûr que quand ça dégèle le pergélisol, ça va donc libérer du méthane, oui, du CH4. Il faut savoir ça, hein, c'est des connaissances générales. Du CH4, il faut aller lire sur le pergélisol aussi. Du CH4 qui est enfermé donc, avec les organismes marins là, qui sont gelés donc, dans le sol. Ensuite, oui, ça peut provoquer un glissement de terrain, puisque la fonte du sol ben, peut faire en sorte que les maisons, puis on va répondre à la même chose ici, là, que les maisons vont s'affaisser, qu'il va y avoir des glissements de terrain, que l'eau, qu'il va y avoir plus d'eau due à la fonte de la glace, fait que le terrain peut glisser. Puis le numéro C, ben, c'est ça, donc qui ne marche pas. Dans le fond, c'est ça qui ne marche pas, c'est ça qu'il faut. Là. La fracturation des roches sédimentaires, ça, c'est plus le gel et le dégel qui fait ça. Mais là, on parle juste du dégel. Dégel, comme ça ici. Numéro 6, je ne suis pas sûre qu'on aurait une question là-dessus. Je pense plus qu'on aurait une question un peu plus sur le ppm, mais on va aller le faire pareil. Fait qu'on nous dit, une recette de cuisine stipule que vous devez utiliser de la crème à faible teneur en gras. Vous ne disposez que de la crème à 35 Fait qu'on sait que 35 c'est la même chose que 35 sur 100. Et du lait à 3,25 sur 100 de matière grasse. Vous ajoutez 20 ml de crème à 100 ml de lait. Ah, fait que 20 ml de crème. Puis je vais mettre 100 ml de lait. 100 ml de lait. On dit quel est le pourcentage masse-volume de la concentration de votre mélange. Fait que concentration, on sait que c'est la masse divisée donc par le volume. Puis, si on veut l'avoir en pourcentage, bien, on va faire fois 100, mais il faut vraiment s'assurer en haut d'avoir des grammes, puis en bas d'avoir des millilitres. Fait que je vais aller calculer mes petits produits croisés là, pour commencer. Donc ici, fait que si je calcule mes produits croisés,
Ça fois ça, les deux qui sont opposés, j'ai multiplié, je divise par mon 100 et ça va me donner 7 grammes que je vais l'entourer ici. Ici, bon, sans doute hein, que ça fois 100, 3,5 fois 100 divisé donc par 100, bien, ça va me donner mon 3,25 grammes. Fait qu'en tout, si j'additionne donc les deux, ça me donnerait 10,25 grammes dans 120 millilitres de liquide. Comment j'ai fait pour aller chercher ça? C'est que j'ai additionné donc les deux. Fait que si je le divise, ça va me donner 8,54 Fait que je retrouve ma réponse ici, donc arrondie. Moi, je pense plus qu'à l'examen, vous allez avoir une question sur les ppm. Numéro 7. Lorsqu'on dissout de l'hydroxyde de potassium dans l'eau, on observe que cette solution conduit le courant. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y a des ions. Donc, c'est sûr que quand on sépare donc, la molécule en la dissolvant dans l'eau, ça va se séparer en K+. Pourquoi K+? Parce que le K, donc, c'est un métal. Les métals, ben, sont des donneurs donc d'électrons, fait que ça va devenir chargé positif. Il faut comme apprendre que le reste, ben, le OH, de toute manière, il faut comme apprendre par cœur, là, qui va être 1-. De toute façon, c'est un groupement de non-métaux. OK? Fait qu'on veut savoir, donc, lequel des énoncés suivants explique cette propriété. Bien, c'est qu'on a la présence d'ions, comme ça. Ions, hein, c'est des atomes qui ont perdu ou gagné des électrons, puis qui deviennent chargés soit positivement ou négativement, puis qui font en sorte que le courant peut passer lorsqu'il y a des charges. La présence de métal, le potassium, rend la solution conductrice pantoute, là. Ça n'a aucun rapport, là. C'est pas comme savoir si un métal conduit ou pas, là. Je veux savoir si l'hydroxyde de potassium conduit. Puis, la dissociation donc, des atomes d'oxygène et d'hydrogène, ben non. Les atomes d'oxygène et d'hydrogène ne se dissocient pas. Ils vont rester ensemble, puis ils vont former donc un ion OH-. Puis l'eau conduit naturellement, donc l'électricité, non. Comme par exemple, l'eau distillée ne conduit pas naturellement. L'eau distillée ne conduit pas naturellement le courant. Il faut y ajouter soit un acide, une base, un sel, donc des électrolytes. De l'autre côté, ici, donc on nous dit, quelle quantité de sel obtiendriez-vous en faisant réagir 40 grammes d'hydroxyde de sodium avec de l'acide chlorhydrique si la réaction produit 18 grammes d'eau? Oh, là, on ne peut pas faire ça de même. Là, on va s'écrire donc une petite équation. On nous dit qu'on a une base, du NaOH, qui réagit avec un acide, du HCl. Ça donne du NaCl plus de l'eau. Comment que je fais pour savoir ça? C'est que je sais que c'est une réaction de neutralisation. Je sais qu'un acide plus une base donne tout le temps un sel. C'est pas grave si je ne trouve pas que c'est le NaCl, là, plus de l'eau. Puis là, je vais pouvoir aller écrire les renseignements en dessous de tout le monde. On nous dit donc dans le texte, puis là, en passant, l'hydroxyde de sodium, là, c'est lui, là, c'est la base, là. On vous donnerait, là, admettons là, que c'est du NaOH, là, puis on vous donnerait que l'acide chlorhydrique, là, c'est du HCl. Donc, ce serait un petit peu plus facile, là, je pense. On nous dit que du NaOH, j'en ai 40 grammes. Fait que je vais aller mettre 40 grammes en dessous. Du HCl, j'en ai 36,5 grammes. Ça a rapport avec la loi de la conservation de la masse. Fait qu'on sait que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Puis si on additionne ici les deux, ça va nous donner 75,5 grammes. On nous donne la masse de l'eau uniquement. Puis justement, ben, on va aller chercher la masse de l'autre. Fait que c'est sûr que ici, là, c'est censé donner donc la même masse. C'est censé donner 75,5 grammes aussi, les deux ensemble. Fait que si on soustrait 18, on va pouvoir savoir donc ici donc notre inconnu qui est de 58,5 grammes. Et notre réponse, elle est là, ici. On y va là. Selon la notation de Lewis, on veut savoir parmi les symboles suivants, lesquels sont entourés donc de 7 points. Fait que ça veut dire que c'est tous ceux qui font partie de la famille 7A, donc 7 en famille, de famille romain. Fait que j'aurais donc un symbole ici, là, je vais mettre S pour symbole. Fait que j'aurais 7 comme ça, donc électrons de valence. Fait que ça veut dire qu'il faut que je trouve du monde qui sont dans la famille 7, autrement dit, tous dans la famille des halogènes.
Et la famille des halogènes, c'est tous ceux qui sont dans l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Il faut que je cherche un peu là, comment que ça fonctionne. Numéro 10, non, je ne pense pas qu'on va avoir à travailler donc là-dessus. On va s'en aller directement numéro 11 pour ne pas perdre notre temps. Donc, vous frottez donc un peigne. Oh, fait que là, je vais me dessiner donc un peigne en plastique, comme ça ici, tiens. Et bon, boy, mon peigne est vraiment à lettre, là, on s'entend. Avec vos cheveux. Oh boy, tentative de dessiner, tiens, une couette de cheveux, là. Tiens, on va dessiner une couette de cheveux, tiens, avec une personne, là, avec sa couette de cheveux. Et vous remarquez que les cheveux qui ont été frottés, donc se repoussent. Oh, fait que là, ça veut dire qu'ils vont être de signe contraire. Lequel des énoncés suivants décrit correctement ce phénomène? Vous ne pouvez pas faire cet exemple-là sans savoir la liste électrostatique. Électrostatique, excusez, là, je vais l'écrire. Je vais fermer ça, je vais aller effacer comme ça. Donc, électrostatique, liste électrostatique. On vous donnerait, si on avait un numéro à faire comme ça, une liste électrostatique, on se rencontrerait que le plastique dans la liste électrostatique serait en haut des cheveux. Plus on est vers le haut, plus les substances qui sont vers le haut de la liste ont tendance à aller chercher les électrons, ont tendance à devenir donc chargés positifs, puis les autres négatifs, pardon, et les autres seraient chargés donc positifs. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils donnent, les substances plus basses, là, ils donnent leurs électrons donc à ceux qui sont plus hautes. Fait que ça veut dire que si le plastique est plus haut, il deviendrait chargé négativement, puis mes cheveux positifs. Fait que là, ça se repousse. Fait que là, justement, là, elle qui fitterait, c'est le peigne à arracher les électrons, donc aux cheveux, parce que les électrons, les petites charges négatives, donc voyageraient, s'en iraient donc vers le plastique. Puis ceux-ci deviendraient donc positifs. Comment que ça fonctionne? C'est qu'à la base, là, tout le monde, là, admettons, comme ça. Si j'efface, là, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Je ne sais bien pas. Comme ça ici. Je vais aller rechercher donc mes affaires. Oh, où est-ce que je suis rendue? Bon, OK. Je suis rendue là. De même. Comme ça ici. À la base, si je vais effacer mes petites affaires, bon, comme ça. Et boy, j'ai bien la misère. On va aller revenir comme ça ici. Bon. Donc, il ne veut pas m'effacer donc mes espèces de petits cheveux, là. Fait qu'à la base, regardez bien, on aurait autant de plus que de moins dans chacune des matières. Donc, autant de plus que de moins dans chacune des matières. Mais les cheveux, vu qu'ils sont moins forts, ben, le plastique est plus fort, il va aller chercher les électrons. Il y a des électrons, finalement, qui vont voyager des cheveux au plastique. Fait que ça veut dire que les cheveux, ben, ils vont donner donc leurs électrons, fait qu'ils vont être davantage plus positifs que négatifs. Puis ici, ben, ils vont aller chercher donc des électrons supplémentaires, fait qu'ils vont devenir donc chargés négativement. C'est ça, finalement, que je voulais vous expliquer. On vous en parle à la page là, 93 de vos notions. L'autre côté, on voit qu'on va aller travailler avec l'électricité. Oui, un petit peu, comme ça ici. Fait que le rôle de disjoncteur domestique est de couper le courant dans un circuit qui risque d'être traversé par un courant de trop forte intensité. L'intensité maximale d'un circuit qui peut supporter est affichée sur le disjoncteur. Quelle est la puissance? Fait que nous autres, on va aller chercher donc le P maximal d'un appareil pouvant être branché à la prise de courant unique d'une pile de la maison si le circuit électrique est protégé par un disjoncteur de I 15 ampères. Fait qu'il faut savoir par cœur que le I, c'est en ampères. Puis, il faut savoir par cœur qu'à la maison, la différence de potentiel, notre voltage, on est toujours branché sur le 120, fait que c'est 120 volts. Fait que si, admettons que je veux aller chercher ma puissance, tout ce que je vais avoir à faire, comme ça, c'est, oups, je vais vous baisser là, pour être capable de le faire correctement, c'est P est égal à U fois I. Fait que tout ce que j'ai à calculer,
c'est d'aller chercher, dans le fond, mon U, qui est de 120 volts, fois mon I, qui est de 15 ampères. Ça va me donner 1800 watts. Et le tour est joué. J'arrive à ma réponse. Numéro 13, on a une petite plaque signalétique d'un four à micro-ondes en passant le nombre de hertz, la fréquence, on s'en fout tout le temps. Puis on a ces valeurs-là. Tout en commençant, il faut que je sache par cœur que qu'est-ce qui est en volts, c'est la différence de potentiel, la tension. Qu'est-ce qui est en watts, c'est la puissance. Puis nous autres, on cherche ici l'intensité du courant qui traverse l'appareil lors de son utilisation. Fait que j'ai P, U et I. Fait que j'ai la même formule que tantôt. P est égal à U sur I. Il faut que je sois très à l'aise pour aller isoler donc mon I. Fait que le contraire de fois U, donc c'est divisé donc par U. Fait qu'on l'apprend par cœur ou on raisonne donc l'isolement ou on fait notre petit cercle là, pour nous aider. Fait que je vais avec ma puissance divisée par mon voltage. Ça va me donner, si je pitonne ça comme vous sur ma calculatrice, 5,8 ampères. Si vous faites le contraire, il y a toutes les réponses, là, finalement, qui peuvent là, vous induire en erreur. Ça, c'est sûr. Numéro 14, donc on ne le fait pas, donc ça, c'est pas au programme et on est content un petit peu. Puis on s'en va au numéro 15. Fait que numéro 15, le schéma ci-contre représente un système de cam égalant avec tige poussoir. Donc, vous pouvez aller réviser ça là, dans vos transformations de mouvement. On veut savoir lesquels énoncés sont vrais. Fait que lesquels énoncés sont vrais, c'est le 2 et le 4. 2 et 4, ils sont donc ici. Fait qu'un mouvement de rotation est transformé en mouvement de translation. Il faut savoir que c'est un système qui est non réversible. C'est toujours la cam qui tourne pour faire déplacer vers le haut ou vers le bas, donc la tige, donc poussoir. Fait que ça veut dire qu'on a un mouvement donc qui est transformé. Transformé, je le sais parce que j'ai une rotation au début, puis après ça, je me ramasse avec une translation. Après ça, on nous dit au numéro 4, qu'est-ce qui est vrai? La transformation du mouvement est irréversible, donc c'est vrai, parce qu'on ne peut pas faire bouger donc, la tige poussoir, puis qu'elle va faire tourner donc la canne. Fait que les deux autres, c'était vrai. Sinon, ben, les autres, c'était pas vrai parce que translation et rotation ici, c'est inversé. Puis ici, ben, c'était donc non c'était irréversible en passant, là. Ça veut dire non réversible, hein? Fait que c'est correct, là. Puis la transformation du mouvement irréversible, ben, c'est clair, là. Donc, c'est comme faux ici. On s'en va de l'autre côté. On a un bon résumé ici pour le réchauffement climatique qui pourrait affecter la circulation thermohaline. Circulation thermohaline, c'est la circulation océanique, donc planétaire. On veut savoir qu'est-ce que la circulation donc thermohaline. Donc ça, c'est vraiment donc un beau résumé. Tu vas aller aussi, donc, passer aux sciences, aller écouter, puis aller lire donc à la fin là, le résumé donc là-dessus. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Quand on explique la circulation thermohaline, c'est que l'eau chaude, qu'est-ce qu'on a à savoir par cœur? Après ça, là, on va y aller avec la compréhension. L'eau chaude va tout le temps être sur le dessus, donc va se situer au-dessus de l'eau, au-dessus, dans le fond, là, de la profondeur donc de l'eau, comme on pourrait dire. Puis eau froide, elle va se tenir vers le bas. Qu'est-ce qu'on a à savoir aussi? C'est que l'eau qui est douce, elle va se tenir vers le haut. Elle a une masse volumique donc plus faible, fait qu'elle va être vers le haut. Et l'eau salée, elle va vers le bas. Qu'est-ce qu'on a donc à savoir? Donc, c'est que le courant océanique, donc en profondeur, là, qui circule autour de la planète, il prend naissance dans l'Atlantique Nord, donc autrement dit, donc à l'est du Groenland. L'eau de surface qui se dirige vers le nord devient plus froide, plus salée, plus dense. Pourquoi plus salée? Ben, c'est parce que c'est notre sel finalement, donc quand c'est froid, donc il va se retrouver vers le fond. Puis, il coule donc vers le fond. Ce qui fait en sorte que ça amorce donc un courant de convection donc planétaire. Ça va monter vers le nord,
l'eau va être plus salée. Puis, ben, c'est clair que on va retourner donc vers donc voyons, je cherche l'Europe, ce qui fait en sorte que on va avoir une circulation océanique, là, donc d'eau profonde. On nous dit l'effet possible du réchauffement climatique. Quel est l'effet possible du réchauffement climatique sur cette circulation? Bien, à cause du réchauffement climatique, de la montée de température, bien, on a le refroidissement de l'eau de la surface qui va être moins prononcé. Fait que ça veut dire que sa densité va s'en trouver donc réduite, donc ça va aller moins dans les fonds donc marins. Ça va ralentir son mouvement donc vers le fond. Ça va ralentir ainsi toute la circulation thermohaline. Puis ça, on ne veut pas. Parce qu'au nord, donc il y a de l'eau donc plus froide, plus salée. Pourquoi? Parce qu'en hiver, la température donc descend, donc environ de moins 1,8 degrés Celsius. Donc, ça commence à geler, il y a des fines particules de glace donc à surface, dans le fond, qui vont emprisonner des cristaux, donc des gouttelettes donc, avec de la saumure qui est de l'eau salée, donc en sel. Fait ce qui fait que ça va entraîner donc la circulation océanique, donc profonde. Fait qu'il faut aller lire finalement là-dessus, comprendre un peu, être capable donc d'expliquer tout ça. Numéro 17. Oh, ça, c'est des jeux de couleurs. Ça, c'est le fun, donc ça, c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Fait que vous versez quelques gouttes de cet indicateur, donc l'indicateur pH, dans une solution inconnue, et celle-ci se colore en jaune. Fait qu'on s'intéresse juste à cette portion-là qui est jaune. Que pouvez-vous conclure? Pouvez-vous conclure que cette solution est acide ou basique? Bien, on le sait que là, tu sais, ça serait un fort. Et plus je m'en vais par là, c'est comme ça, là, plus c'est une forte base, ça c'est sûr. Je sais qu'à 7, c'est neutre. Fait que c'est clair que je ne peux pas, non, conclure si c'est acide ou basique. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai une petite section ici là, qui est acide. Fait que si ça vire jaune, ben, ça se peut aussi là, que ça soit un acide là, qui est vraiment faible, là. Parce que plus je m'en vais par là, plus mon acide, dans le fond, va être forte, va être accentuée. Donc, expliquez votre réponse. Ben, c'est parce que l'indicateur jaune, ben, elle commence donc ici, là, à peu près à 6,5, là. Fait qu'à un pH de 6,5, ben, tu sais, là, je sais qu'à 6,5, je vais être dans l'acide, à 7, je vais être neutre, puis en haut de 7, ben, je serai basique. Fait que, tu sais, c'est comme pas évident, là, je ne peux pas être sûr à 100%. Numéro 18. Donc, je peux peut-être vous l'écrire, là. Donc, acide, pH plus petit que 7, neutre, pH égal à 7, puis on a basique, pH plus grand que 7. Numéro 18, grâce à la respiration cellulaire, les cellules puisent dans les glucides l'énergie dont elles ont besoin. On ne peut pas aller au magasin et chercher de la nourriture. Ce processus d'oxydation se solde par un dégagement de gaz carbonique et de vapeur d'eau. Il faut écrire et balancer l'équation de la respiration cellulaire, mais de toute manière, il faut la savoir par cœur, l'équation de la respiration cellulaire. Fait qu'on commence avec du sucre. Oui, il faut connaître par cœur la molécule de sucre par cœur, que c'est du C6H12O6, que ça réagit avec l'oxygène, OK, comme ça, parce qu'à toutes les fois que je fais la combustion du sucre, la combustion de quelque chose, je réagis avec l'oxygène, et ça va donner dégagement de CO2, plus du H2O, plus de l'énergie. Parce que c'est sûr qu'aller consommer, faire brûler donc le sucre, ben, c'est ça que les plantes veulent avoir. Ils veulent avoir de l'énergie. Et pour la balancer, ben là, il faut en savoir par cœur pareil, là. Fait que c'est sûr qu'on est aussi bien là, d'aller balancer le tout. De toute manière, donc, on le savait qu'il y avait 6 atomes de carbone de ce côté-là. On en veut 6 ici. Puis là, ben, si là, je viens de changer mon atome d'oxygène, ben là, j'en ai donc comme 12, donc ici, puis j'en ai 12, 13, puis de l'autre côté, ben 12. Je vais aller voir pour être sûr que je... Ouais, fait qu'il faudrait ajouter donc ici un petit 6 pour être sûr donc d'avoir le bon nombre, là.
Donc, on a 6 fois 2 qui donne 12. Ici, pour mon oxygène, donc j'ajoute un autre 6, donc qui me donne donc 18, qui me donnerait donc la même chose de l'autre côté, fait que tout serait balancé. Mais de toute manière, il faut la savoir par cœur, ça c'est sûr. De l'autre côté, ici, on veut relier le nom du scientifique avec sa contribution. Bon, fait qu'on va commencer avec ceux qu'on est censé savoir. Donc, j'ai mis l'évidence de la présence de l'électron. Fait qu'il faut retenir que l'électron, là, on se rappelle avec son pain au raisin, là, c'est Thomson. Souvent, vous retenez juste Thomson, là, ça va être bien correct. J'ai conclu la présence d'un noyau au centre de l'atome. Ça, c'est Rutherford. Donc, ça, c'est savoir par cœur. J'ai introduit l'existence de couches électroniques dans l'atome. Ça, c'est notre dernier, là, c'est Bohr. Puis, tu sais, on a comme combiné donc, les deux pour faire donc, le dernier modèle de Rutherford-Bohr. Là. Puis, j'ai découvert la présence de neutrons. Oh, ça, on n'a pas à savoir ça, en tout cas pour le ST, c'est pour le STE. Bien, dans le fond, c'est le dernier. C'est le dernier qui reste, ça serait Chadwick. Mais nous autres, en ST, on n'a pas besoin de savoir pour celui-là. Numéro 20. Donc, on a une portion ST, là, une portion donc STE. Ça serait pour la portion ST. Puis STE, on pourrait aller faire le B, là, mais pas les autres. Fait qu'on veut savoir, on a un petit schéma ici. Donc, c'est une pile. Donc là, une pile, on sait qu'il y a tout un côté donc négatif qui est moins gros, puis un côté positif là, qui est plus gros. Ça va tout le temps du moins au plus. Fait que c'est pour ça qu'on a le courant électrique qui va circuler comme ça, donc en boucle. Puis on veut indiquer sur le schéma où est-ce qu'on a des ronds s'il s'agit d'un ampèremètre et d'un voltmètre. Fait qu'il faut se rappeler par cœur qu'un ampèremètre, donc c'est branché en série, puis qu'un voltmètre, c'est branché en parallèle. Comme ça ici. Fait que branché en série, là, ça veut dire comme ici, là, que le courant va passer directement dedans, que le courant va passer directement dedans. Fait que si j'aurais un ampèremètre et ici un ampèremètre, et quand là que on est branché en parallèle, c'est qu'on va être branché à avant et après, donc admettons, donc un composant donc, du circuit. C'est comme ici, je suis branché avant et après donc l'ampoule, avant et après l'interrupteur, donc ça c'est le voltmètre. Puis tu sais, c'est comme le courant passe là, tu sais, dans le fond, là. Il va prendre une lecture ici, il va prendre une lecture ici, puis il va faire la différence entre les deux. Même chose ici, d'un bord et à l'autre de la pile, fait que j'ai un voltmètre. Pour le STE, donc on va y aller quand même. Là. Donc, ceux qui sont ST, passez vite, là, allez-vous-en donc à l'autre numéro. Il va falloir donc se faire notre petit résumé qu'on est habitué donc, de faire. Là. Fait en série puis en parallèle, on sait que le courant qui est en ampères, la différence de potentiel qui est en volts, et la résistance, donc équivalente, qui est en ohm, ne se comporteront pas de la même manière. Regardez bien, en série, I, l'intensité de courant est égale, en parallèle, c'est le contraire. Puis, ben, c'est sûr que pour le voltage, donc c'est le contraire aussi. Ce qui fait en sorte que pour aller chercher la résistance équivalente, on va additionner toutes les petites résistances. Puis ici, on va additionner l'inverse. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit un 2. C'est R1. L'inverse de tout R2 puis R3, l'inverse de tous les résistors. Fait que ici, ça serait R1 puis R2. Bon. Fait qu'indiquer la valeur affichée par chaque instrument, donc en circuit ouvert puis en circuit fermé. Fait que ouvert, là, ça veut dire que le courant, il ne circule pas. Circule pas. OK? Ouvert, là, ça veut dire que ma petite fiche, là, mon petit interrupteur, là, il est ouvert. Là. Donc, ça ne peut pas tourner. Donc, on peut pas, le courant ne peut pas passer. Puis fermé, donc c'est OK. Donc, ça circule. OK. Fait que dans le fond, si je vais pour le circuit, là, dans le fond, qui est fermé, là, quand ça circule, là, bien, quand ça circule, c'est sûr que mon intensité de courant ici, donc, comme là, si je veux prendre ma lecture, là, on a comme, ah oui, on a comme les lectures, là, 1, 2, 3, 4, là, puis ainsi de suite. Là. Donc ici, on donne ma lecture, là, c'est sûr que ça serait de 1,5 volts. De toute manière, ici aussi, ça serait de 1,5 volts, parce que, tu sais, même si c'est ouvert ou fermé, bien, il y aurait un côté que ce serait 1,5, l'autre serait 0. Fait que ça donnerait 1,5 moins 0 pareil, là, qui donnerait 1,5. Pour ce qui est au numéro 2, comme ça ici. Donc, quand c'est fermé, bien, on le voit là.
il y aurait une intensité de courant de 0,1 ampère qui circulerait. Et ça, pourquoi? Parce qu'on sait que l'intensité de courant en ampères, quand on est en série, bien, il reste toujours donc égal. De l'autre côté, bien là, si le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant qui circule, là. Fait que c'est sûr que ça serait 0 ampère. Donc 0A. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit un I, là. Donc ça serait 0A. Au numéro 3, donc ici, on prend une lecture là, on prend une lecture là. Fait que c'est sûr que si le circuit donc, est fermé, bien, ça donnerait 0 volts. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'aurais la même intensité de courant ici qui circule là, qui circule là. J'aurais juste un fil, tu sais, dans le fond, qui fait en sorte que j'aurais la même lecture, même chiffre, moins le même chiffre, ça donne 0. Et ici, bien, j'aurais 1,5 volts. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y aurait un côté qui arriverait à 1,5 ampères, puis l'autre côté, vu que c'est fermé, ça ne se rendrait pas. Donc, ça serait 1,5 moins 0. Ensuite, pour le numéro 4, ben, c'est une petite ampoule, là, comme ça, donc ici, donc avec un voltage. Fait que c'est sûr que on le sait qu'on a un circuit en boucle, puis tout ce qui est en série va toujours donner comme ça. Je suis en train de perdre donc mes affaires, là. Je suis en train de faire le 5, moi. Donc, je suis en train de faire le 4. Bon, je fais le 4 ici. Donc, mon intensité de courant, donc ici, c'est un voltmètre. Oh, mon Dieu, excusez. J'étais en train de faire donc un voltmètre. Fait que c'est un voltage. Donc, un voltmètre, donc ici. Donc, mon voltage serait de 1,5 volts parce que j'ai juste un élément seulement. Fait que là, vous allez dire, ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, comment que ça se fait, là, que là, je suis comme en série. Puis en série, l'intensité de courant s'additionne. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'autre chose, là. J'ai juste une ampoule. J'ai pas d'autre chose dans ma boucle, là. Tu sais, un interrupteur, là, c'est pas, donc ça offre pas, donc dans le fond, une résistance. C'est pour ça que c'est 1,5, comme ça, donc volts. Puis ici, ben, si c'est ouvert, ben, ça ne circulera pas, là. Fait que je vais avoir 0 volts. Le courant, si c'est ouvert, il va comme être bloqué, donc ici. Fait que s'il est bloqué ici, ben, il n'y a rien qui va ressortir. Fait que je vais avoir 0, 0. La différence entre 0 moins 0, ben, ça fait 0. 0 moins 0, c'est égal donc à 0. Puis là, c'est ça que je suis en train de faire tantôt, là. Donc, on y va donc avec mon ampère-mètre. Bien, mon ampère-mètre, c'est facile. Je suis en série de toute manière. Fait qu'en série, l'intensité de courant est égale partout, comme ça ici. Puis, bien, vu que c'est ouvert, ben, il n'y a pas de courant qui passe, fait que ça serait 0, donc ampère. Pourquoi que 0 ampère? Ben, c'est parce que le courant, il ne se rendrait pas, donc ici, il n'y en aurait pas. Fait qu'on ne pourrait pas prendre de lecture. Oh, bye bye. On finit en beauté avec le numéro 21. Puis le numéro 21, ben, c'est plus pour le STE. Fait qu'on n'y va pas, nous autres, donc avec le ST. Donc, vous pouvez aller lire, par contre, donc la réponse, donc dans le corrigé pour les STE. Mais sinon, on finit avec ça. À la prochaine!